Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. J'espère que vous allez bien pour un épisode sponsorisé par WIS Affiliate. Je fais de l'auto-sponsoring maintenant. WIS Affiliate, c'est une programmation pour les salles affiliées, mais notamment pour les head coachs et les coachs, avec une programmation, je le souhaite, bien tournée, avec vraiment l'expression la plus fondamentale qui font que la méthodologie fonctionne. C'est intense, c'est varié et surtout c'est rempli d'indications de coaching pour aider vos coachs et vos stagiaires à filer de meilleures séances, maximiser un petit peu l'expérience des athlètes tout en leur permettant de prendre du fun. Voilà, j'en profite pour remercier la trentaine de salles affiliées qui bossent avec nous au quotidien, avec mon compère Gauthier qui n'est pas avec moi sur le podcast aujourd'hui mais qui reviendra bientôt. Et maintenant que j'ai fini mon auto-promo, c'est assez marrant, j'ai eu l'impression quelque part de me tripoter moi-même, voilà. Ce qui m'arrive encore parfois, mais on va pouvoir du coup attaquer le podcast en lui-même. Et mon invité, c'est même pas un invité, c'est mon compère de choix. Je suis résident maintenant. Exactement. C'est DJ résident. Si vous êtes des fidèles du podcast, vous avez reconnu sa voix. C'est David Le Nouvel qui est avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Dave, comment tu vas ? Bah écoute, très content de faire un podcast avec toi, même si le rendez-vous était il y a 2h30. Du coup, ça décale un peu ma journée, mais écoute, c'est trop cool d'être là et d'avoir l'opportunité d'échanger et discuter avec toi, donc c'est top. Merci pour l'invitation. Bah écoute, ça me fait plaisir en plus de retourner dans cet endroit qui compte beaucoup pour moi. Si jamais vous voyez la vidéo du podcast et pas que l'audio, on est dans ce qu'on appelle poliment le bureau de CrossFit Louvre. Mais si vous êtes dans une salle affiliée, vous savez, il y a cet endroit où le owner essaye vaguement de se poser et de pouvoir bosser, et ça termine toujours à moitié en vestiaire, en capharnaüm et en amas de reliques au gré de la vie du CrossFit. Là je vous parle, je regarde à peu près les 50 étiquettes au nom de Mehdi, le head coach de CrossFit Louvre, qui sont collées sur son vestiaire, des fois qu'il l'oublie où est-ce qu'il est supposé changer. Et franchement il y a plein de belles histoires qu'on a vécues dans notre rapport avec le CrossFit et avec le French Rodon, qui ont démarré dans des conversations qui ont eu lieu ici, et donc c'est sans surprise que pour cet épisode, alors qu'on est là maintenant à une semaine de l'Open et en plein dans les qualifications du French, je me suis dit que c'était le bon moment pour avoir un peu une conversation avec Dave, et puis pour discuter de plein de choses qui parlent de CrossFit, qui parlent du French, qui parlent de comment est-ce qu'on a travaillé cette année, et puis peut-être aussi pour que David puisse nous partager une vraie aventure qui est peut-être passée inaperçu pour la plupart des gens, mais qui est fondamental cette année dans la construction du French. C'est qu'on a vraiment bossé de manière très étroite avec Rich Froning et du moins David, et que pour nous c'est important à plein de niveaux. Tiens, pour commencer, Dave, bon, les gens ils te connaissent, mais est-ce qu'au sein du French tu peux rappeler quand même ce que tu fais ? Écoute, moi je suis au sein de l'équipe du French depuis 2012. La première année je servais à rien. Donc voilà, et chaque année j'ai pris un petit peu plus de responsabilités, et maintenant mon rôle défini s'appelle directeur sportif. Directeur sportif, ça va être travailler avec l'équipe du French, notamment l'équipe de Jordan, qui est lui le directeur complet, et de travailler sur toute la partie sportive, notamment l'élaboration des entraînements, la gestion des personnes qui vont s'occuper des scorecards, et tout ce qui est lié en fait autour du sport. T'étais déjà là en 2012, le temps de la compète. C'est-à-dire qu'on a jugé ensemble quand on était par exemple... Moi j'avais pas jugé en 2012. En 2012 j'avais fait les demi-finales, et à la finale, vu que j'ai intégré l'équipe de CrossFit Louvre quelques mois après, non, j'étais déjà dans l'équipe de CrossFit Louvre, excuse-moi, vu que c'était en juin la finale. Et en fait moi je m'occupais de la zone d'échauffement, mais à l'époque je je servais à rien concrètement. Maintenant la zone d'échauffement ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait en 2012, donc voilà, on m'avait mis sur ce rôle là à l'époque, et en vrai je discutais plus avec les gens que je faisais vraiment quelque chose de concret, et voilà. Parce que je me rappelle pas, on était tous en plus avec Julian et tout à la finale. Je me rappelle, il y avait Xavier. Tiens, ça c'est drôle, ça. Il y avait Xavier Balta qui faisait la finale du French cette année-là. Il avait un maillot de basket et tout. Donc ça c'était en 2012, et hier il était avec moi. On est parti voir l'Ares 29 à Paris. C'était bien. Franchement, moi j'ai été voir l'événement. Déjà j'aime les sports de combat, donc j'étais content d'y aller, mais je voulais aussi voir d'un point de vue événementiel comment c'était organisé et tout, et c'était plat ou pas. Et franchement,
le French Rodon et d'autres événements construits par la communauté du CrossFit, attention, hein, franchement on n'a vraiment pas à rougir en termes d'ambiance, d'énergie, etc. J'ai parfois trouvé que c'était un peu flat en vrai, et je crois aussi que ce qui rend le truc flat, c'est que tout est télédiffusé, tu sais. Donc le speaker parle anglais, il y a des choses qui sont mises en scène pour être sûr qu'au moment où ça doit se faire, le mec, sa capta, elle est bien, et qu'en vrai c'est un peu paradoxal, mais alors que quand tu regardes un truc à la télé, t'as l'impression que tu ne ressens qu'une fraction de ce qui se passe vraiment quand t'es dans un stade ou dans un truc. Bah là en vrai j'ai plus l'impression que c'est l'inverse, mais en même temps je le comprends, parce que pour avoir les pieds dedans, je pense malgré tout que on se rend tellement pas compte à quel point c'est onéreux de louer une salle, par exemple quand l'Adidas Arena, et puis ils ont quand même beaucoup de staff et compagnie, puis c'était quand même quasiment rempli hier, mais que je pense que c'est indispensable pour eux, la télédiffusion et le fait d'avoir des gens qui payent aussi pour regarder. Bref, franchement j'ai kiffé, il y a eu quelques beaux combats, il y a eu quelques KO, il y a eu des belles trucs, c'était bien, et c'était intéressant à voir un peu plus de l'intérieur pour avoir visité l'Adidas Arena vide et avoir vu un événement dedans. Et j'ai trouvé ça cool, et j'ai surtout trouvé ça cool parce que j'étais avec des potes et des copines, et que du coup ouais, c'était... T'étais bien positionné? J'étais pas mal, je surplombais un peu l'action, mais en vrai je pense que c'est le meilleur emplacement. Je pense que quand t'es en bas dans ce qu'ils appellent les tribunes présidentielles, c'est bien parce que ça te donne un statut, tu te sens important, mais en vrai quand t'es à l'horizontale par rapport au ring qui lui-même est un peu surélevé, c'est la cage, je pense que tu finis vraiment à regarder beaucoup l'écran, alors que quand t'es au-dessus, t'as une vision directe, plongeante sur ce qui se passe. La distance elle est pas énorme parce que l'Adidas Arena c'est grand, mais c'est pas si grand, tu vois, de l'action. Et si par malheur tu vois pas, parce que le mec il est contre la cage, ou que le caméraman qui filme vraiment il fait obstacle, bon bah là tu regardes l'écran un petit peu, mais c'était bien. Et puis vu qu'il n'y a pas de musique pendant les combats, bon bah quand il y a un impact, un truc comme ça, tu l'entends quoi. Donc franchement c'était cool, et c'est à refaire. Franchement c'est à refaire. Donc bref, quoi qu'il en soit, donc responsable du coup de toute la partie sportive, ça c'était pour remettre un peu le contexte avant que je parte en couille. Deuxième question, c'est pas la première année qu'on a la chance d'être en relation avec Rich Froning dans le cadre des French. C'est quoi l'évolution du rapport avec l'équipe de Froning, et au sens plus large avec du coup le staff de Mayhem vis-à-vis de ce qu'on a fait au French Rodon cette année? En gros, l'année dernière, on avait une particularité qui était complètement différente, c'est qu'on avait la gestion de la demi-finale à faire. Donc la demi-finale, pour la faire un peu courte, CrossFit, ils nous ont amenés sur plusieurs appels, ils nous ont envoyé énormément de documentation, des briefs, ils nous ont donné beaucoup de choses par rapport à ça qu'on devait respecter pour mettre en place la demi-finale. Et à côté de ça, on avait la partie communautaire. C'était la première année l'année dernière qu'on commençait à travailler un petit peu avec Rich et l'équipe, et notamment un garçon qui s'appelle Facundo, qui est le directeur international donc de CrossFit Mayhem, enfin pas CrossFit Mayhem pardon, mais Mayhem Athlète, c'est ça la programmation en vrai qui s'appelle comme ça. Et en fait, l'année dernière, on a surtout travaillé en termes de call, et on a beaucoup travaillé avec Gauthier, qui est ton acolyte, donc tu connais bien. Et donc, trois, en fait, on a travaillé sur la programmation, etc. Et malheureusement, l'an dernier, on a été très vite limité par rapport au matos qu'on avait, puisque le budget qui est alloué à Paroc pour notre compétition des French était très orienté sur les demi-finales, parce que ça coûtait très cher tout le matos qu'on avait pour les demi-finales. Du coup, ça nous a un peu limité sur la programmation. Donc, le rendu, moi j'étais un peu triste du rendu qu'on a fait, j'étais pas très content, donc on va travailler dur pour cette année changer ça, et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Cette année du coup le travail qu'on a eu la chance de faire, c'est qu'ils nous ont invités pour venir directement chez eux à CrossFit Mayhem, donc dans le Tennessee, à Cookeville. Et en fait le voyage était top parce qu'on s'est retrouvé donc à partir là-bas. On a eu l'opportunité d'avoir deux actions principales qui étaient importantes pour nous. La première, c'est l'organisation et la gestion des vidéos de qualification. Donc on s'est filmé là-bas pour la présentation des vidéos de qualification. On a été sur place pour filmer avec les personnes qui faisaient les démonstrations des mouvements, pour que ça soit bien effectué, que ça démontre vraiment, et que c'est un lien avec les scorecards qu'on avait effectués quelques mois à l'avance. Et ensuite, donc ça c'était plutôt la partie qualification, et ensuite toute la partie de la programmation de la finale.
Donc je pense que tu vas me poser d'autres questions par rapport à ça après, mais en gros cette année on a eu un vrai lien physique avec la personne versus un lien juste Zoom. Donc l'année dernière on avait beaucoup travaillé avec Facundo, même si Rich avait regardé un peu les watts, c'était quand même Facundo qui avait pris beaucoup de décisions et nous qui avons pris beaucoup de décisions par-dessus et qui avons vraiment pris le lead là-dessus, alors que là c'était vraiment un travail, on s'est retrouvés enfermés dans une pièce pendant 3 heures avec Rich, avec Facundo, avec moi, il y avait Jordan qui était là aussi et il y avait un gars qui s'appelle Angelo qui est un athlète de Mayhem depuis des lustres, qui a gagné plusieurs fois les Teens et qui également intervient souvent sur leur podcast et il nous a donné vraiment pas mal d'astuces, etc. Donc c'était vraiment un gros travail, donc on en parlera un petit peu plus après je pense. Bah ouais, en plus en vrai c'est vraiment vers ça que j'avais envie de t'amener. T'as eu le nez fin dans le sens où toi et moi on est dans l'univers du CrossFit depuis longtemps et moi je t'avoue ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens dans cet univers-là, soit qui travaillent directement pour CrossFit, soit qui sont athlètes ou qui ont, en tout cas, sont des figures publiques, tu vois, du CrossFit et des gens avec, au travers du prisme du téléphone, que vraiment, à défaut d'idolâtrer, parce que c'est pas trop dans mon tempérament, mais pour qui j'avais quand même vraiment beaucoup d'admiration. Et puis finalement, quand je les ai rencontrés, parfois le miroir il s'est un peu brisé, tu vois, et j'ai pu être déçu. Alors rien de tragique, mais des fois des comportements ou des gens qui malheureusement voilà, m'avaient beaucoup inspiré. Puis en fait finalement une fois retrouvé face à eux je me dis ah ouais merde c'est ça. Après des fois c'est pas grand chose et puis peut-être aussi que moi je fais un peu le mec hypersensible à me retrouver déçu d'un truc pas important et mais néanmoins voilà c'est un truc qui me travaillait et je t'ai vu rentrer moi de Cookeville hyper content. Et moi du coup j'étais aussi hyper rassuré et j'ai regretté de ne pas avoir cassé ma tirelire pour me greffer au voyage, parce que quand toi t'es rentré de Cookeville et ton interaction du coup avec Rich et son équipe, j'ai l'impression que toi pour le coup le mec il était à la hauteur des attentes quoi. Il était à la hauteur de sa petite légende. Ouais, effectivement comme tu dis, on a eu l'opportunité avec CrossFit Louvre et le French d'avoir beaucoup de personnalités du CrossFit qui sont venues chez nous. On est allé les rencontrer, que ce soit au game ou lors des affiliés ou même le French lui-même. Et c'est vrai que moi souvent je suis déçu quand même. Parce que tu connais un petit peu les Américains dans leur culture, c'est des personnes qui sont très avenantes au premier abord parce que c'est quelque chose d'important pour eux, d'être vraiment avenant, etc. Alors que nous les Français on est peut-être un petit peu plus fermés et après quand on s'ouvre, on va vraiment apprendre à connaître la personne et là on devient un peu plus avenant. Donc ça c'est quelque chose où moi j'ai mis du temps à apprendre et en fait là c'est complètement différent parce que quand tu arrives là-bas t'es vraiment dans le vrai Amérique, t'es dans le Tennessee et c'est le pays de la country. Donc Daniel c'est dommage qu'il soit pas venu parce qu'il aurait vraiment pris le temps de pouvoir exhiber son chapeau mais au final c'était là vraiment l'Amérique profonde et en fait c'est des personnes qui sont super accueillants. Et malgré ce qu'on peut penser, c'est des personnes qui sont très ouvertes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti à la salle. Déjà, on est arrivé le matin à la salle. Il y a des personnes qui nous ont accueillis. C'était des adhérents de la salle. Ils sont venus nous voir, ils se sont présentés, ils nous ont présenté la salle, etc. Nous, on leur a rien dit. On leur a pas dit qu'on avait rendez-vous pour préparer les French, etc. Ils nous ont montré la salle. Ils nous ont dit, bah voilà, là, il y a le coffee shop, etc., etc. Puis après, on a rencontré donc le head coach de la salle qui, lui, s'est occupé de nous. Et en fait, ces personnes qui nous ont accueillis, donc les adhérents, la première personne, c'est un mec qui s'appelle Jeff, qui avait entre 55 et 60 ans. Et chaque jour, pendant les jours où on est resté, il venait nous voir. Alors, comment ça va? Ça va, David? À chaque fois, il m'appelait par David. Hey Jordan, ça va? Comment ça se passe et tout? Il se souvenait de nos noms. Et j'ai trouvé ça super cool parce que d'habitude, les Américains, c'est pas comme ça. Ils te disent bonjour, tu sais très bien. Le premier jour et le lendemain, ils ont oublié que tu existais. Et là, vraiment, pour le coup, j'ai dit, ah ouais, c'est un peu différent. Et en fait, ils ont été cool. Même le head coach de la salle, il nous a accueillis. Il nous a montré un petit peu la salle, expliqué un petit peu. Pour expliquer, donc la salle, ils ont la grande salle que tu vois tout le temps dans les vidéos de Mayhem sur YouTube, etc. Qui est une grande salle avec plusieurs espaces. Après, derrière, ils ont une annexe qui est que pour les game athlètes et les personnes du staff. Et en gros, il y a un code pour rentrer, donc tu peux pas rentrer dans la salle comme ça. Donc c'est une salle qui est plus petite. Ça doit faire, je pense, j'ai pas envie de dire de bêtises en termes de mètres carrés, mais c'est pas hyper grand. T'as de quoi rentrer 5-6 athlètes qui font un WOD en même temps. T'as tout le matos que tu veux. Mais par contre c'est réservé aux game athlètes. Par contre la chose qui est très intéressante, c'est que ces game athlètes, ils ont le droit de venir dans la grande salle, mais pas quand il y a un cours. Donc quand il y a un cours, donc c'est cool parce que Rich, qui est lui-même game athlète, en fait il privilégie les membres de sa salle qui font les cours. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'important. Donc l'open gym en gros ça passe en deuxième là-bas. Et c'est marrant parce que c'est quand même les meilleurs athlètes du monde. Je veux dire, quand on est arrivé, il y avait qui? Krenikov qui s'entraînait. Je veux dire, Krenikov, c'est pas n'importe qui. Hyper gentil et accueillant. Et en fait, après, derrière, ils ont un coffee shop
ou le coffee shop, en fait, c'est une marque qui est différente, ça s'appelle la marque Buffalo, et parce qu'il élève aussi des buffalo, et dedans c'est cool, il y a des smoothies, etc. Il y a tous les trucs classiques, et t'as un endroit pour travailler et tout. Donc en fait, le truc sympa, c'est qu'ils nous ont accueillis, ils nous ont montré tous les espaces, etc. Et en fait, ça a gardé pendant les 3 jours. Et c'est là où on a ressenti, même au travers des discussions et tout ça, que c'était un peu différent par rapport à ce qu'on avait pu faire dans le passé, quoi. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, c'est pour ouvrir un petit peu sur le reste. On va revenir sur le French en lui-même. Mais tu vois, là, en ce moment, moi, je ressens un truc comme une espèce de crise existentielle, tu vois, dans le monde du CrossFit, bon, peut-être global et un petit peu francophone, où ça se voit notamment au travers de l'open, avec le désengagement parfois un peu affiché, tu vois, de certains athlètes, je pèse mes mots, mais pour moi il y a un truc où les gens, faut pas qu'ils se perdent, tu vois, enfin je parle des athlètes entre guillemets, mais bon, c'est valable aussi par voie de conséquence pour les owners, les coachs, etc. C'est à dire que moi, là où je suis admiratif sur Froning, c'est que contrairement à beaucoup de gens, Froning a compris comment l'écosystème de CrossFit fonctionne et comment l'écosystème du sport de CrossFit fonctionne. Et tu vois, et ce que tu m'expliques là sur le fonctionnement de sa salle, c'est ça, c'est-à-dire que la force du CrossFit, c'est forcément une méthodologie, c'est sûr, mais c'est une méthodologie qui est transmise au travers des affiliés et au travers de communautés. Et ces communautés-là, quand elles sont hyper convaincues et qu'elles vivent des choses au travers de leur entraînement, des gens qui les encadrent, du lieu dans lequel elles viennent s'entraîner, du coup à ce moment-là, ça leur plaît tellement qu'elles s'intéressent à l'expression la plus élitiste, tu vois, de la méthode, qui est le sport de CrossFit, et où du coup, quand les choses sont bien faites, elles ont peut-être l'opportunité de devenir fans ou de soutenir des athlètes qui quelque part partagent un peu cet ADN-là. Et Rich Froning, c'est exactement ça. Et quand tu regardes les games de 2013, 2014, 2015, que quand il gagne quelque chose, il va tout de suite voir un bain de foule de gens qui portent des t-shirts marqués CrossFit Mayhem, parce qu'ils s'entraînent en fait dans la salle qui appartient à Rich Froning, parce qu'à l'époque lui il s'entraîne sans doute beaucoup dans sa grange, etc., tu vois. Mais il y a cette connexion, et aujourd'hui, au travers de ce que certains voudraient appeler la professionnalisation du sport, moi c'est juste mon sentiment, hein, mais moi ce que je ressens, c'est des gens qui coupent la branche sur laquelle parfois ils sont assis, en se déconnectant souvent sans s'en rendre compte de la communauté, et donc en se déconnectant des gens même qui seraient ceux qui pourraient en fait être leurs meilleurs défenseurs, leurs fans, etc. Et aujourd'hui, je connais plein d'excellents athlètes qui ont cette ambition de performer au plus haut niveau, et donc potentiellement de vivre de leur sport, mais qui malheureusement n'ont personne qui est derrière eux pour venir les soutenir, parce qu'en fait, sans le vouloir, ils sont complètement déconnectés de la base, quoi, tu vois. Et je donne toujours cet exemple-là. Là où je suis en ce moment très admiratif, ou du moins je respecte beaucoup Froning, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais caché ses opinions. D'ailleurs, que ça concerne le CrossFit, la religion, la chasse, tu vois. Lui, entre guillemets, il est droit dans ses bottes. Alors après, moi je suis pas en adéquation avec toutes ses opinions ni rien, et j'imagine que je suis pas le seul, mais je veux dire, voilà, en tout cas il le dit. Mais pour autant, il a jamais perdu de vue ça. Et je pense que Froning, ce qu'il a très bien compris, c'est que si on veut si on veut continuer de grandir, comme la base, il faut que CrossFit soit fort, tu vois, vraiment très fort, et qu'à partir de là tu peux construire plein de choses. Et je fais un parallèle, du coup, parce qu'on parlait de ça en début de podcast. Donc là, hier j'ai été voir Ares, par exemple, donc c'est une organisation de MMA. Mais je pense que Ares, le PFL, le Hexagone MMA, le COF, tout ce que tu veux pour parler de ce secteur-là, ils n'auraient jamais eu l'opportunité de naître, déjà, de grossir et d'exister, si à côté de ça, tu n'avais pas l'UFC qui, avec un poids écrasant, tu vois, montre une espèce de direction, et qui fait que du coup les gens se disent, ah ok, en fait on peut faire un truc, on peut exister là-dedans, et bref. Et donc voilà, et donc je suis admiratif du fait que Froning, sans garder son esprit critique dans sa poche, il soit quand même centré de fou sur le projet, et qu'en plus il arrive à en faire partie et à en tirer bénéfice, parce qu'aujourd'hui Mayhem, au sein de l'écosystème du sport de CrossFit, c'est un mastodonte, quoi. Et qu'en plus toi tu me dises que en fait quand t'es dedans, en plus de ça, sur les fondamentaux, genre la boxe, c'est la boxe de la communauté, c'est pas la boxe des athlètes, c'est pas la culture de l'open gym, c'est la culture, tu vois, du fait d'être ensemble. C'est assez ouf. Ouais, t'as quand même un peu d'open gym et tout. La salle, elle est énorme.
Mais je veux dire, le soir à 18h ou 17h, parce que tu sais, les Américains, ils finissent un peu plus tôt qu'en Europe, en tout cas en France, dans les grandes villes notamment. Et du coup, à 17-18h, t'avais cours de kids. T'as genre 30 gamins, ça part en roue arrière, ils font n'importe quoi, il y a 3 coachs avec, en même temps t'as un cours normal, en même temps tu peux avoir un cours de bodybuilding au fond, et derrière t'as les game athlètes qui s'entraînent, mais en vrai c'est un peu plus tard, parce qu'en général ils s'entraînent quand même dans la journée, tu vois. Et c'est assez sympa et c'est assez bien fait, et les gens se respectent. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde parle avec tout le monde peut faire tout ce qu'il veut entre guillemets dans la salle, mais il y a un respect qui est quand même important. Et Rich, je veux dire, il s'entraîne pas du côté des games, il s'entraîne toujours du côté de la fillée. Maintenant il a arrêté un petit peu de s'entraîner, mais bon, il n'a pas arrêté de s'entraîner, parce qu'il s'est entraîné beaucoup, mais il a arrêté de s'entraîner pour le CrossFit Game, notamment son genou qui est cramé, etc. Mais en tout cas c'est ça moi qui m'a choqué. J'avais pas d'attente précise par rapport à ça, mais j'avais vraiment l'habitude des box américaines, d'avoir rencontré plein de game athlètes, etc., qui avaient une certaine manière d'être, que là j'ai pas ressenti là-bas, et j'ai vraiment apprécié ça. Et j'ai vraiment trouvé ça super cool. Et le jour juste avant qu'on parte, en fait, parce que on est allé là-bas la semaine après Wodapalooza, donc il y avait pas mal d'athlètes qui sont arrivés après. Et donc là, le jour où on est parti, t'avais Guillermo, t'avais tout plein d'athlètes qui avaient fait Wodapalooza, qui étaient dans la zone et qui parlaient avec les entre guillemets adhérents plus classiques, si je peux dire ça comme ça, et ils racontaient leur voyage et tout, et c'était super cool l'ambiance. Et ils gênaient pas le cours, parce que le cours était resté prioritaire. Et ça, c'était vraiment quelque chose que moi je trouve vraiment top et qu'on doit garder. Ça veut pas dire qu'il faut mettre les athlètes de côté ou les gens qui ont envie de performer de côté, c'est pas ça, mais simplement prioriser qu'est-ce qui fait vivre la boxe, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Après, le programme de Rich, ce qu'il a toujours fait et qu'il a envie de garder, de ce que j'ai compris en tout cas, parce que c'est pas moi, Rich, mais c'est qu'il différencie chaque chose. CrossFit Mayhem, c'est la boxe. Mayhem Athlete, c'est la programmation, et c'est ce qui leur rapporte de l'argent en quelque sorte. À côté, il a le truc de chasse, donc Mayhem Hunt, qui est encore autre chose, qui vend une programmation là-dessus, etc. C'est quand même incroyable. Il vend une programmation à des chasseurs. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais complètement dire waouh, c'est incroyable. Je veux dire, parce que je pense qu'on connaît pas assez l'action de la chasse, ouais. Et qu'en plus Rich il a déjà chassé à l'arc et compagnie, mais je pense qu'en vrai mais c'est fou quand même. C'est physique. Et je veux dire, c'est ça, son poids et ça. Oula, on a tout fait tomber. Tu vois que ça marche encore le son? Ça marche, tout marche. Ok. Et en vrai, c'est quand même incroyable au niveau de la puissance et l'impact qu'il a. Et après, t'as le côté du café que je disais, qui est Buffalo, qui s'appelle encore différemment et qui est encore un domaine différent. Donc en fait, ça, c'est vraiment les points différents. Nous, du coup, on s'est retrouvés à travailler avec la programmation Mayhem Athlete. Et voilà, pour expliquer un petit peu. Et du coup, si on peut rentrer, moi, je suis quand même curieux de savoir. Donc, vous avez bossé avec Rich sur les watts de qualif étaient déjà définis, sauf erreur de ma part, peut-être un peu retouchés. Alors non, on les a pas retouchés. En gros, les watts de qualification, on les a fait à partir de septembre. Chaque année, c'est un peu différent comment on travaille, mais cette année, moi, j'ai écrit, je pense, 7 watts. J'ai écrit 7 watts différents, des trucs qui me passaient, pas par la tête, mais des choses que je trouvais cool de mettre en place dans les watts de qualification. À partir de là, je les ai envoyés à Gauthier. Et il a regardé, etc. Et à partir de là, on s'est arrêté sur 3 WOD, et notamment en 1, le WOD 2 là, qui est sorti déjà aujourd'hui, celui avec les 1000 mètres de rameur, etc. C'était un WOD que moi j'avais fait au départ, qui en fait a reformé Gauthier. Et en fait, c'est lui qui a fait ce WOD là, et vraiment cool pour avoir vu encore ce matin des athlètes le faire. Il y a moyen de vraiment s'amuser sur cet entraînement. Et en gros, on a pondu 3 WOD cette année qui ont été faits par nous. Et quand on est arrivé chez Mayhem, on a plutôt travaillé sur la programmation de la finale. Et donc du coup, c'est là où ça devient intéressant, je pense, pour tous les gens qui aiment la programmation, qui comprennent pas comment est-ce qu'on travaille. Alors bien sûr, vous avez bien compris qu'on va pas vous faire des indiscrétions aujourd'hui sur le contenu, de la programmation, mais par contre, je pense que ça peut être intéressant, et même moi, je vais sans doute apprendre des trucs dans cette conversation, d'essayer de capter la construction, c'est-à-dire. Voilà, t'es avec Rich, et apparemment du coup Angelo qui a gagné les CrossFit Games en Teens une paire d'années, qui connaît très très bien le CrossFit. Toi, tu connais la mise en place effective, tu connais l'équipement, tu connais le rythme, tu connais les charges de travail, etc. entre guillemets du côté événementiel. T'es avec Rich, vous avez un tableau blanc. Ok, c'est quoi le point de départ ? Alors,
Pour expliquer un petit peu, le point de départ, il a été fait en amont. On s'était posé, déjà la première chose, c'est que tu étais de la partie, mais on est allé chez Rogue dans un premier temps en décembre. Parce que comme je l'ai dit au début du podcast, l'année dernière, le matériel, ça nous a fait un peu défaut sur la partie communautaire. Et cette année, notre focus premier, c'est que tu sois en beginner ou que tu sois un athlète élite qui va se qualifier au CrossFit Games, tu vives une fucking compétition. On veut que tout le monde vive une putain de compétition. On veut que les équipes ils sortent de là fracassés, pas dans le mauvais sens du terme, mais qu'ils aient vraiment passé un putain de bon moment, qu'ils aient soulevé le putain de worm. Et tout va être spoilé avec les putain. Mais en tout cas, voilà, que vraiment les gens ils passent un bon moment. C'est vraiment ça l'objectif. Donc on allait chez Rogue, on a eu l'opportunité de voir Arnar, le directeur de Rogue Europe, qui nous a accueillis de la meilleure manière possible, comme tu le sais, tu étais là. Et on a eu une validation de l'ensemble du matériel. Donc à partir de la validation de l'ensemble du matériel qu'on demandait, qui sont des choses simples, parce qu'au French, on veut toujours rester simple, on est parti sur une première programmation, on a écrit des WOD, Facundo, il a écrit quelques WOD, et notamment, il nous a imposé, entre guillemets, 2 WOD, qui seront les WOD de Mayhem. Donc au Mayhem classique, en fait, il y aura 2 WOD qui seront présents au French. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 WOD des French qui vont sortir dans pas très longtemps, en fait. Donc je peux pas spoiler par rapport à ça, mais c'est 2 WOD sympas, notamment un des 2 WOD, il y aura seulement les élites qui vont le faire, par contre. Et l'idée, en fait, on a commencé à élaborer donc certains WOD sur la première journée, certains WOD sur la deuxième journée, certains WOD sur la troisième journée. À partir de là, on commence déjà à se donner du feedback. On fait tester les WOD par certaines personnes pour voir un petit peu. Après, on se dit, bah non, celui-là, ça marche pas, etc. Donc, on va peut-être changer ça, etc. Et au final, on a commencé à changer 2-3 trucs. Une fois qu'on avait fait ça avec Facundo, quand on est arrivé donc, chez Mayhem, on a noté tous les WOD sur le tableau blanc. On a regardé tout le matos qui était dispo. Parce qu'entre-temps, on a eu un appel avec Rogue pour revoir les 2-3 petites choses qu'on pouvait modifier. Parce que moi, il y a du matos que j'avais pas prévu au début, que finalement, on a décidé d'ajouter des mouvements, peut-être enlever des mouvements, donc ça change 2-3 choses. Exemple, si on met des rope climb, bah forcément, il faut prendre un rig qui est un peu plus haut. Donc, il faut prendre 20 rope plus 2 pour le warm-up. Donc, ça change un petit peu la donne. Ça change pas grand-chose en termes de camion qui doit venir de Rogue, mais ça change un peu l'organisation. Donc, on a fait ça dans un premier temps. Et donc, on a fait le premier jour, on a travaillé sur toute la programmation individuelle. Donc on a finalisé un petit peu la programmation individuelle et le lendemain on s'est posé avec Rich, on a re-regardé la programmation individuelle et c'est là où on est resté 3 heures et on a fait toute la programmation équipe. Donc c'est lui qui a fait la programmation équipe et il se basait par rapport à la mise en place et au matos que nous on lui avait indiqué. C'est-à-dire que voilà, le WOD 1 on a tant de temps en time domaine pour pouvoir bouger et faire en sorte qu'il y ait un planning qui soit cohérent pour la journée. On a tel matos à disposition, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah voilà, on peut faire tel type d'entraînement, etc., etc. L'idée c'est d'avoir, va y en avoir quelques-uns, mais l'idée c'est quand même d'avoir un minimum de WOD. Ok, les indifs font ça, les équipes font le même WOD en duo. On veut vraiment éviter ça. Il va y en avoir quelques-uns, mais on veut vraiment éviter un petit peu ce côté-là. Et donc, on a travaillé vachement là-dessus. Et normalement, la programmation, elle n'est pas encore finalisée à 99%. Pourquoi? Parce qu'il y a encore certains WOD qui doivent être testés. Tu vois, là, il y a un WOD que Angelo, justement, il avait constitué vraiment très sympathique, qui aura lieu la deuxième journée. Là, ils l'ont testé cette semaine et Facundo, il m'a envoyé des temps et tout. Donc, c'est cool parce que ça correspond au time cap qu'on s'était donné. Après, on va voir si on remodifie 2-3 trucs, mais voilà. Par rapport à ça, on est parti sur une programmation. Et l'idée maintenant, ça va être de venir donner rendez-vous à Bordeaux au mois de mars. Et au mois de mars, en fait, on va organiser un week-end, on va tester l'ensemble des entraînements pour être sûr d'arriver avec les bons stimuli et de vérifier si on ne doit pas changer 2-3 choses, etc. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler sur les briefs et travailler sur les scorecards. Ça, c'est super intéressant. Tu disais que notamment Angelo, parfois, qui écoutait de loin, des fois, il vous avait permis parfois de soulever ou de trouver des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, quand vous construisez le WOD, donc on a bien compris, time domaine, bah ça, quand vous faites une compétition d'un event officiellement de CrossFit, vous avez envie de toucher toutes les filières, tous les types d'efforts et tout. Est-ce que vous avez aussi pensé à la scénographie? C'est-à-dire, tu sais, comment faire pour que le WOD il soit lisible ou marrant à regarder, etc. Oui, bah ça a été fait parce qu'en fait, Rich, il expliquait ce qu'il regarde aussi beaucoup avant la scénographie, c'est de regarder aussi, bien entendu, les fonctions de mouvement. Regardez, ok, bah, le premier jour, combien il y a de fois du squat, combien de fois il y a des épaules. Le deuxième jour, combien de fois du squat, combien de fois il y a des épaules. La même chose sur le troisième jour. En fait, l'idée de la compétition, eux, ils programment comme s'ils programmaient pour les CrossFit Games. Donc là, ils n'ont même pas pensé à l'histoire du French ou ils ont pensé à rien. Ils ont vraiment pensé à, ok, qu'est-ce qu'on ferait si c'était les CrossFit Games.
ok, bah le dernier jour on a mis ça, donc peut-être que le premier jour il faudrait qu'on change ça ou ça. Donc en fait nous les WOD qu'on avait pondus au départ ou les idées de WOD, il y a plein de choses qui ont été modifiées parce que justement on voulait rendre ça beaucoup plus juste en termes de fitness, en termes de tests de fitness. Maintenant en termes de scénographie, l'idée justement après ça va être de programmer en adaptant par rapport à ce qu'on a vu par rapport au fitness pour justement ajuster un petit peu pour que justement en termes de scénographie ça soit le plus visuel possible, parce que c'est sûr que si tu as par exemple un AMRAP en compétition de 40 minutes avec par exemple AMRAP Cindy 40 minutes, visuellement c'est pas fou. Et je pense que CrossFit, nous, on s'est toujours inspiré d'eux et ils ont toujours essayé de faire en sorte de rendre la chose la plus visuelle possible, notamment par exemple quand ils avaient mis un mari, faire avancer le petit plot à chaque fois. Donc ça peut être des idées justement pour rendre la chose la plus visuelle possible. Maintenant, nous, on veut d'abord finaliser la programmation à 2000%. Pour être sûr ensuite d'orienter et de préparer notamment les flows du WOD, et à partir de là savoir à quel moment on fait avancer lui ou à quel moment on fait reculer lui, en fonction de la longueur des barres qu'on va avoir, en fonction de l'espace un petit peu qu'on va avoir sur les couloirs. C'est là je travaille en ce moment sur la programmation des Polynesian Battle. C'est la compétition à Tahiti sur laquelle je vais intervenir. On devait se poser pour ça. Hein. Oui, mais t'inquiète pas, je vais te montrer après l'enregistrement du podcast. C'est bien finalisé. Et là, pour le coup, moi, je sais que quand je programme pour une compétition, j'essaye de limiter au maximum les AMRAP. Déjà parce que c'est pas lisible et que ça empêche d'avoir des finishes. Et puis aussi parce que je trouve que si la programmation elle est juste et qu'elle est bien ciblée, nous, on s'est aussi parfois pris les pieds dans le tapis avec ça. Mais l'un des bons moyens de le savoir, c'est finalement, quand tu testes tes entraînements, quand tu les fais faire le jour de la finale, en fait, la plupart des athlètes finissent dans le cap time, à l'exception peut-être d'une petite minorité. Et donc, ça veut dire que tu as proposé un challenge qui était suffisamment resserré pour inciter les mecs à se challenger pour finir l'entraînement et pas avoir un DNF. Et en même temps, pas trop large, pour pas trop large pour les challenger, et en même temps pas trop court pour pas avoir la moitié de ton field, qui ne termine pas. Et souvent je trouve que c'est assez évocateur de la compréhension des stimulations d'entraînement quand les mecs proposent un cap time, comme c'était par exemple le cas aux Games, et où les gars terminent, mais pas forcément 1000 ans avant la fin du cap time. Et ça, je pense, tu vois, par exemple cette année au CrossFit Games, le fait de resserrer, de passer de 40 athlètes à 30, toi et moi qui avons regardé les CrossFit Games quasiment depuis 2012 chaque année, on le sait très bien, très souvent, le premier hit il est relativement faible, et le dernier hit, le hit des meilleurs, pulvérise les temps cibles, et donc finalement je pense que pour la performance, le fait d'avoir moins d'athlètes, ça permet aussi d'avoir des choses encore plus précises, encore plus resserrées, et j'ai hâte de voir. Je me dis que ça va être intéressant, et c'est vrai que pour ceux qui savent pas comment sont supposés programmer les gens qui sont investis dans les grosses redonnes, les grosses compétitions, dites-vous, vous allez retrouver quand même ces considérations-là. C'est-à-dire que j'ai pas travaillé en détail avec beaucoup d'équipes, mais malgré tout, c'est est-ce qu'on a bien touché tous les types de temps, est-ce qu'on a bien touché tous les types de mouvements, à quoi ça va ressembler, est-ce qu'on va pas avoir trop d'interférences d'un WOD à l'autre, est-ce que des fois on n'a pas envie de provoquer de l'interférence d'un WOD à l'autre parce que justement on veut voir quels mecs vont se fatiguer les premiers, et que de plus en plus avec pour le coup la popularisation, et on le souhaite un jour, pour parler de ce terme qu'on entend à tout bout de champ ces temps-ci, la professionnalisation du sport. La professionnalisation du sport, c'est pas que les athlètes. La professionnalisation du sport, c'est tous les intervenants, qui viennent sur les compètes, les gens qui programment, les gens qui organisent, les gens qui pour l'instant sont des bénévoles, mais qui peut-être dans le futur devraient être voués soit à plus l'être, soit avoir un autre type de récompense. Et donc voilà, c'est un gros travail. Nous, mine de rien, ça fait maintenant 14 ans qu'on est dans cette démarche-là. C'est passé vite, 2012, on est en 2025. Et voilà, et on sait pertinemment qu'on est encore qu'au balbutiement. Mais je tiens à rappeler vraiment la force du French. Je discutais avec une américaine hier qui me disait, et je pense que ça va te surprendre, est-ce que tu as une idée a priori du nombre de spectateurs à Wodapalooza cette année par jour?
Mais je sais pas, moi j'ai entendu 2 sons de cloche. Ok, vas-y, c'est intéressant parce qu'en vrai, j'ai pas de données officielles, donc c'est intéressant. Non, j'ai entendu qu'il y avait pas grand monde dans les tribunes, tu vois. Et puis du coup, vu ce que tu me dis là, ça doit être l'inverse. Non, pas du tout. T'as complètement raison. Moi, j'ai les chiffres qu'on m'a donnés, c'est 3000 spectateurs par jour. Okay. C'est moins que nous l'année dernière. Exactement, c'est moins que le French pour un événement qui coûte à organiser bien plus de sous et qui accueille aussi beaucoup plus d'athlètes, donc un gros nombre d'athlètes aussi indirectement, ça favorise l'impression d'avoir du public. Donc du coup c'est pour ça, je ramène ça à mon discours autour de l'union qu'on doit avoir autour de la méthodologie, des affiliés et du projet long terme, c'est-à-dire que les gens qui vont aller voir des compètes de CrossFit, c'est des CrossFitters. C'est des gens qui sont dans les salles affiliées, qui connaissent le plus possible la méthode, mais pas que les mouvements, hein. Tout ce qui concerne la nutrition, etc., qui sont engagés eux-mêmes parce que ça a changé potentiellement leur vie, qui sont encadrés par des entraîneurs qui les éduquent, qui les inspirent, qui sont dans des lieux où il y a peut-être un owner ou un head coach qui clairement aussi, lui, vit à fond le projet. Et donc, attention. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans une phase de vigilance parce que je vois des choses qui se passent où, au lieu d'être dans l'union, les gens ils sont un peu tiraillés, ils ont l'impression qu'on a besoin de faire des choix, les athlètes les premiers. Mais faites gaffe, si Wodapalooza, qui est supposé être plus gros, tu vois, que toutes les compétitions hors des États-Unis, ils ont moins de spectateurs par jour que nous l'année dernière, et je parle pas de gens présents sur site, je te parle de spectateurs, de gens qui ont volontairement dépensé de l'argent, tu vois, pour aller regarder un sport, aussi un spectacle, passer un moment. C'est là où il faut se mettre en vigilance, et là on va se rendre compte que ça n'a rien à voir nécessairement avec CrossFit, entre guillemets, l'entreprise. C'est un truc plus profond, et ce truc plus profond, c'est cette volonté d'être dans l'urgence sur la professionnalisation du sport, où malheureusement parfois on n'a pas le choix que de laisser le temps au temps, et il faut grandir que de manière graduelle. Et parfois quand on est des forces privées, des entreprises, peu importe dans quel domaine on travaille, forcément quand on investit de l'argent le jour 1, on veut un retour sur investissement le jour 3 parce que voilà, on a envie de grossir. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et toi, tu viens du rugby, donc tu sais très bien que quand toi et moi, on avait 10-12 ans, les mecs qui jouaient au rugby, c'était quand même, ils étaient en équipe de France et c'était des amateurs. Ok, donc ils avaient peut-être des commerces. 10-12 ans pour toi, un peu moins pour moi. Ouais, peut-être 8-9. Là, aujourd'hui, on a la chance de voir un balbutiement, tu vois, d'avènement du MMA. Je dis vraiment un balbutiement parce que même si on a des events qui ont l'air gros, c'est pas si gros, tu vois, je l'ai encore vu moi hier en allant regarder, et pour autant les mecs de ma génération, c'était un peu les mecs de la génération d'athlètes d'aujourd'hui, c'est-à-dire des mecs qui auraient aimé vivre de ce qu'ils font, qui avaient le niveau, enfin je veux dire par exemple pugilistique, tu vois, potentiellement pour faire une carrière, mais la réalité économique de l'activité était pas là, qu'elle soit légale ou non, cette activité à l'époque, parce qu'on pouvait pas faire officiellement du MMA, mais pour autant il y a d'autres pays où tu pouvais, et t'avais pas pour autant de grosses orgas, et donc à un moment donné je pense qu'il faut il faut rester recentré sur les bons projets. Et moi ma vision elle est simple, c'est que il faut un CrossFit fort. Il faut des owners et des coachs hyper éduqués sur la méthodologie, ce qui fait qu'elle est efficace, la nutrition, le fait que c'est accessible à tout le monde, le fait qu'il ne faut pas rougir d'enseigner des mouvements qui sont compliqués, de faire de l'haltérophilie, de se challenger, etc. Au contraire, il faut juste avoir des gens qui sont bien éduqués pour le faire en sécurité. De là, entre autres choses, bien sûr, on va révolutionner la santé des gens, mais on va aussi les enthousiasmer potentiellement autour de la version sportive de CrossFit, où là les mecs ils sont à fond, ils sont comme toi et moi, c'est-à-dire que t'allumes l'ordinateur à 2h du matin pour voir l'annonce de l'Open à Mayhem qui se fera dans une semaine, tu regardes sur YouTube les CrossFit Games pour voir ce que les mecs sont vraiment capables de faire, tout en sachant que toi t'as aucune chance de développer ce niveau de compétence, mais tu te dis c'est fou, lui je l'avais vu à tel WOD au moment de l'Open, il avait fait tel score, quand je pense que moi j'ai fait le même WOD, je me suis donné et il a fait 50% de répétition en plus que moi, vraiment c'est incroyable, et à partir de là la légende se crée, et sans rien enlever à par exemple au CrossFit Games qui sont la meilleure expression de ce test de fitness qu'on puisse trouver,
autour de ça, t'as des gens qui sont fédérés et qui peuvent vivre ou reproduire, tu vois, ce sentiment qu'ils ont eu en regardant les games, et où du coup là, ouais, tu vas voir Wodapalooza, tu vas aller au French, si ces athlètes que tu vois qui sont issus vraiment de la communauté, c'est qui te prennent aux tripes, tu vois, tu les vois qui du coup ils se lancent dans un circuit entre guillemets parallèle là, comme le World Fitness Project, etc. Bah du coup t'es content parce qu'en fait ça te permet de retrouver, de reconnecter avec ce sentiment là. Mais pour moi l'embranchement, tu vois, la manière que ça va te fleurir, ça passe là-dedans, et ça c'est hyper important, et c'est en plus de ça une jolie direction où les gens ils sont ensemble. Après c'est pas pour autant que voilà, il y a personne qui est zéro défaut et qu'il faut pas avancer sur plein de sujets, mais attention, voilà, moi je me dis là, je regarde un petit peu ce qui se passe partout autour et je me dis attends, ça fait 15 ans qu'on est là, ça fait 15 ans qu'on charbonne, on avance dans une bonne direction, des fois on fait des trucs moins bons comme l'année dernière la compétition communautaire, on le nie pas, on ferme pas les yeux et on avance, mais on essaie de générer un truc de sain et qui fédère, et donc moi je serais vraiment content de voir de plus en plus déjà de coachs et de honneurs qui se rendent compte, surtout quand les temps sont un peu difficiles, que c'est là en fait qu'il faut être solide sur les appuis et se rappeler du message, reconnecter avec pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce métier d'entraîneur de CrossFit. Et puis en même temps, pareil pour les athlètes, tout en étant bien conscient quand même de la difficulté et du sacrifice que ça demande pour performer au plus haut niveau. Et essayer de comprendre que malgré cette urgence que tu as à performer dans un temps en termes de nombre d'années qui est restreint, parce que si tu performes pas avant 26 ans, ça va être compliqué pour la suite. Bon, sans vouloir porter l'œil aux mecs qui écouteraient, qui ont plus de 26 ans et qui ont des ambitions, tout est possible. Et après, tu as les masters. Ouais, après t'as les masters. Mais une nouvelle fois, quand t'es en compétition master, je suis désolé de le dire, t'es dans autre chose, tu vois. T'es dans autre chose. Moi, j'ai entraîné 1, 2, 3, 4, 5, et toi aussi d'ailleurs, athlètes minimum qui ont 6, tu vois, qui ont fait les CrossFit Games en master. Moi, juste un. Hein. Non, parce que toi tu le prends comme ça, mais je veux dire, t'en as fréquenté plein. Ok. Oui. T'as fréquenté Françoise, t'as fréquenté Framboise, t'as fréquenté Kiki, t'as fréquenté Christian, t'as fréquenté Alexandre Jolivet, t'as fréquenté Mélo. Voilà. Donc pour parler que de eux, donc tu sais. Un petit peu ce que ça représente, ça enlève rien à la performance, mais là pour le coup tu peux pas espérer avoir le même souhait entre guillemets de gains financiers parce que t'es plus un athlète professionnel. Par contre t'es dans une position incroyable, tu vois, pour avoir un gain en termes de reconnaissance et d'inspiration, et être quelqu'un qui va justement au contraire montrer aux gens que l'entraînement, même quand on aime la performance, c'est loin d'être que l'aspect sportif et le fait de décrocher des médailles aujourd'hui. C'est le fait de continuer encore à s'amuser, à se challenger et à faire les bonnes décisions pour conserver le même plaisir à faire ça demain ou après-demain. Et c'était un des trucs qu'avait dit Froning à un moment donné, que peut-être il s'amuserait à compétitionner dans chaque catégorie d'âge, tu vois, au moment de l'Open et tout. Je ne sais pas s'il le fera, mais voilà, ça c'est le vrai message. Et donc tout ça pour dire, voilà, il y a des gens, il y a une urgence. En même temps, il faut prendre son temps. Il faut se recentrer sur des messages qui sont positifs. Il faut être ensemble. Et si on a envie de voir des changements se produire, et ben en fait les vrais changements ils se font de l'intérieur. Et voilà, il faut pas être naïf, les gens sont pas obtus au changement. Nous, regarde avec le French l'année dernière, quand on a reçu des critiques, certaines qui étaient bien conçues, parce qu'il y a beaucoup de critiques où même si on n'a rien dit, c'est pas qu'on en avait rien à foutre, mais s'il y avait pas de fond derrière, c'était pas des critiques sur lesquelles on pouvait travailler. Mais par contre, voilà, les voix étaient entendues, et moi je suis persuadé que c'est pour tout le monde pareil. Donc, mais c'est toujours les gens qu'on a pu écouter. C'est aussi les gens qui étaient toujours investis, sincères, et qui n'avaient pas forcément d'agenda personnel là-dedans. Et du coup, là, on se dit, ok, quand on est au service de la communauté et du projet, ce qui est quand même nous notre cas depuis 15 ans, qu'on travaille le plus souvent bénévolement dans cet écosystème-là, qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour rendre ce qui nous est donné. Et voilà, et je suis hyper content de savoir que quand tu es parti à Cookville, Froning, il avait ça, quoi, tu vois, quelque part. Voilà, t'as tellement parlé, gros. Ah, désolé. Je sais plus quoi dire, moi, maintenant.
Bah déjà que tu vas te taper encore 1 heure de merde parce que tu vas devoir regarder ma programmation pour les Polynesian Battle. Ah, il faut que je fasse un WOD aussi. Je leur ai fait monter, il y a du monté de cocotier, il y a... C'est cool que tu ailles là-bas, tu pars quand de nouveau? Là je vais partir de mémoire le 7 avril et je rentre le 27, donc je pars 3 semaines. Et juste après on part à Montpellier. Exactement, tu viens à Montpellier avec moi? Bah oui, pour le French. C'est une petite compétition. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça va pas venir. Ouais, mais c'est en avril. Donc j'ai encore. En fait, si tu veux, voilà ce que je fais. Si on en a parlé de ça dans le podcast, je pars à Tahiti. J'arrive, je fais 3 jours pour moi. Ensuite, je donne un level 2. Ok. Quand je sors du level 2, je pense que dès le lendemain, on rentre dans la préparation de la compète parce que je crois que j'accueille les athlètes dès le lundi ou le mardi pour faire les briefs des WOD et les questions-réponses directement là. Je pense que j'ai un jour off. Ensuite, on installe, on fait la compète et le lundi, si j'ai un peu de chance, je démonte. Et si j'ai pas de chance, on me fait une clé de bras et on me force à reprendre 2-3 jours off. Tu vois, et le jeudi, je repars. Et quand je rentre, une fois que j'arrive, j'ai 48 heures de break. Et ensuite, je redonne une formation de coaching. Donc avec All Out pour continuer à faire de l'auto-promo, mais une formation de coaching du coup dans une box du côté de Amiens, où vraiment Samar Obriva, c'est ma 2e fois. Tu sais que franchement je ne les remercierai jamais assez parce que c'est Pierre de Samar Obriva qui le premier m'a incité il y a des années en arrière à la réunion des affiliés à oser venir partager ma propre truc. J'étais là moi la dernière fois. Hein. Tu vois, ouais, mais c'est vrai qu'on avait bossé ensemble. C'était en 2023. C'est quand que tu retravailles avec moi? Ouais. Je peux te payer hein, maintenant, j'ai une vraie entreprise et tout, hein, je peux faire un truc bien. Bref, donc ça pour dire on bouge et que effectivement que la semaine d'après c'est départ pour Montpellier, installation du French. Ah, ça, moi j'ai dit ma vie jusqu'à la mi-mai. Ah là c'est une tornado. Pas comme d'habitude quoi. Exactement. Oh, et j'ai été staffé sur un séminaire à Lille. Et du coup, j'ai rencontré un mec qui me follow sur Insta, qui connaît un booker sur le comedy show, le comedy club de Lille. Donc du coup, là, je vais faire le forcing et je vais essayer de me négocier un passage le vendredi ou le samedi. Le gars est devenu comédien. En fait, tu vas plus faire un podcast sur le CrossFit bientôt. Ouais, de toute façon, déjà, j'ai fait des podcasts sur la cascade et tout. Ça va, ça va glisser. C'est bien. C'est comme Froning qui fait son truc sur la chasse. Exactement. Tu crées l'offre. Pardon, tu crées la demande. Excuse-moi. Tu crées la demande. Mais non, mais c'est cool. C'est cool. D'avoir eu l'opportunité d'avoir été là-bas, c'était vraiment quelque chose de bien. Je rebondis un petit peu sur tout ça, mais vraiment, c'est cool. Je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais l'accueil qu'ils nous ont fait, il était vraiment top. Je veux dire, le soir, on allait manger avec lui, sa femme, ses enfants, ses amis qui font pas de CrossFit, ses amis d'enfance, qui ont aussi des enfants, bien entendu, et on était à l'anniversaire d'un des petits, quoi. Et on était là, Jordan, moi, comme deux holos, là, à table, et on était super bien accueillis. Le lendemain, on est retourné manger chez lui, dans sa maison, pareil, avec ses mêmes amis, c'était cool, comme ça, tranquille, vraiment chill. Et le mec, hyper sympa, quoi. Et vraiment, il était dans son canapé, relax, pas du tout soirée formelle ou quoi que ce soit, au contraire, vraiment, vraiment très sympa. Et vraiment, moi je suis très content que le French soit en lien avec cette équipe-là, parce que je trouve que ce qu'il représente et tout ça ressemble vraiment à ce que nous on essaie de dégager sur le French. Maintenant, notre objectif cette année, c'est quand même comme je le disais, de faire une compétition où chaque catégorie s'y retrouve en termes de plaisir d'entraînement et en termes de temps de travail, etc. Bien entendu que les élites, ils ont un WOD en plus à faire. C'est normal, c'est les élites, ils ont le niveau pour aller au CrossFit Games. C'est normal qu'ils aient un petit event en plus, un petit moment où ils vont faire le show en plus. Mais ça n'empêche qu'on a mis le maximum de choses pour tous les autres catégories et qu'on a fait un focus précis. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment qu'on aille travailler avec Rich en direct sur place pour vraiment travailler sur la partie équipe parce que c'est le mec qui a gagné les games en équipe le plus de fois depuis le jour où ça existe, avec des équipes qui étaient des vraies équipes de CrossFit. Il a fait venir des gens qui ont vécu à côté de chez lui et qui ont vraiment pris le temps d'être des vrais athlètes de la boxe CrossFit Mayhem, et ça c'est vraiment quelque chose de cool parce que ça nous a permis de créer ça nous a permis de créer une vraie programmation équipe, ce qui n'a pas été peut-être le cas les années précédentes, parce qu'on avait moins, nous, d'expérience que lui. Donc, plutôt content du truc, quoi. Ouais, voilà, je pense que là, du coup,
J'espère que vous avez pu un peu prendre du plaisir à essayer de comprendre un petit peu les dessous de cette collaboration annoncée, affichée avec l'équipe de Mayhem. Mais du coup, en guise de conclusion, et c'est aussi de vous faire capter que si vraiment vous êtes un vrai aficionados du French, que vous avez envie de deviner un petit peu à quelle sauce elle allait être mangée, le vrai indice sympa qui a été donné par David sur le podcast, qui vient juste complètement d'oublier qu'il était filmé, donc il fait plein de grimaces à la vidéo et des mimes. Pardon. Mais c'est juste de capter que du coup, si vous regardez les Mayhem classiques qui vont se dérouler d'ici quelques semaines, sur lesquels vont s'affronter les tout meilleurs athlètes du monde, parce que pour le coup là c'est vraiment un format plus comme les Rogue Invitational, avec vraiment une petite que la crème de la crème qui va tenter de décrocher les premiers tickets pour les CrossFit Games. Inch'Allah.com, Krenikov, brother, tu vas décrocher ton ticket à ce moment-là, c'est tout le mal que je te souhaite. Il était un peu blessé, je crois, là. Ça va maintenant, mais nos amis qui viennent des pays qui fait froid, blessure, pas problème. C'est vous, là, petit Européen. C'était drôle. Quand ils s'entraînaient, tu vois, nous, on s'est retrouvés à s'entraîner. On attendait Facundo qui était en train de parler avec le directeur de Mayhem. Et en gros, on l'attendait. Et du coup, Krenikov, il était en train de s'entraîner et tout. Il avait mis du gros rap de Russie. Qu'est-ce que ça m'a fait rigoler, tu sais, je voyais les autres athlètes qui étaient donc des Américains pour la plupart, qui le regardaient en mode bizarre et tout, c'est trop marrant. Il avait mis son gros rap et il s'entraînait, il faisait sa programmation et tout, c'était assez sympa. Avec son photographe, parce que le monsieur a un photographe qui prend la photo. Ça c'est le game. C'est le côté un petit peu, un côté athlète, quoi. Mais c'est cool d'avoir pu avoir l'opportunité de voir ces petites choses-là et d'échanger avec eux. C'était marrant. Tu sais que j'ai déjà donné cette info, mais le background de Krenikov, c'est danseur de hip-hop. Ça, je savais pas, tu vois. Donc, tu vois, peut-être il fait la coupole et tout. Mais donc voilà, à nouveau, regardez les Mayhem classiques. Et puis dites-vous qu'il y a 2 WOD parmi la programmation des Mayhem classiques que vous retrouverez sur les phases finales du French. Donc n'hésitez pas à faire vos pronostics pour savoir lesquels risquent de retomber. Ouais, je sais pas comment on va communiquer par rapport à ça, mais je sais que c'est des WOD qui vont être aussi dans les autres compétitions gérées avec Mayhem. Les autres compétitions qui qualifient des gens au game qui sont gérées par Mayhem. L'idée c'était d'avoir des WOD qui revenaient. Il y en a 2. Ces 2 WOD, c'est... Sans faire du spoiling ou quoi que ce soit, c'est 2 watts de CrossFit très 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 basiques, benchmark ou autre, et vraiment très sympa à faire. Et je pense que les gens ils vont se régaler, ils vont avoir hâte de faire ça, et ça va être cool. Parce parce que du coup Mayhem font Mayhem classique, Copa del Sur et le French, et peut-être une 4e que je connaîtrais pas. Ouais, nos concurrents. Donc à Malaga, tu veux dire ? Ouais, ils font aussi Malaga. Ouais, c'est pas nos concurrents, c'est nos potes. Moi, je souhaite le meilleur aux Espagnols qui s'éclatent. Les concurrents dans l'Europe, je veux dire. Et si vous avez envie de vous marrer, en plus aller à Malaga, franchement, même à la période de l'année où il fait hyper beau. Moi, j'ai déjà été là-bas. Franchement, c'est stylé. C'est stylé. Mais on sera meilleur. On va faire le nécessaire pour ça. Allez, sur le coup, pareil, tradition du Shaker Show oblige. On se quitte avec une recommandation, quelque chose à écouter, à regarder, à lire, et ensuite on vous laisse vous enfuir. Comment je réfléchis ? J'avais oublié qu'il y avait ça. Ah merde, fuck. Putain, en ce moment, franchement, je suis focus sur le boulot, donc j'ai rien écouté, rien regardé. J'écoute un podcast, mais c'est un podcast qui n'a rien à voir avec le CrossFit. C'est le Gypsy podcast. Gypsy Talk podcast. Bon, c'est un truc qui est en lien avec ce que moi j'aime bien à côté, qui est la motocross. Mais ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est qu'il interviewe bien sûr des pilotes qui racontent vraiment leur vie, de tout, leur entraînement traditionnel, quoi. Mais il va aussi il va aussi interviewer des personnes qui vont être en lien avec ces personnes-là de ce monde-là. Et notamment la dernière fois, il a interviewé un Peter Parker qui est en gros... Spider-Man ? Non, pas Spider-Man. Un mec qui a plein de responsabilités. Ouais, c'est pas lui. Et en gros, ce gars-là, c'est un coach, c'est un préparateur physique d'un rider que moi j'aime bien notamment. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un gars en fait qui a aussi été préparateur physique de Lance Armstrong, qui a préparé des mecs et qui prépare toujours des mecs qui sont dans la ligue de baseball, qui sont dans la NBA. Et en fait, tu vois, il raconte plein de choses, plein de petits tips, notamment sur l'entraînement, sur la programmation, sur la préparation physique, sur sa vision des choses et tout. C'était vraiment super intéressant et tout. Ça me fait travailler un peu mon anglais en plus. Donc moi c'est un truc que je trouve cool.
Je pense que ma recommandation, c'est pas forcément d'aller écouter ce podcast, surtout si vous n'êtes pas forcément un fan de moto ou autre, mais par contre de choper des choses qui sont pas forcément dans le lien du CrossFit, mais parfois d'écouter des podcasts qui sont dans des univers un petit peu différents. Je pense par exemple au podcast de Joe Rogan, que je pense que toi t'écoutes assez régulièrement. C'est assez cool parce que lui, il va avoir, normalement Joe Rogan au départ, c'est le mec de l'UFC, c'est la voix off, quoi. Et moi je le connais comme ça en tout cas. Mais en fait, finalement, quand il interviewe un petit peu des gens de mondes différents. Il avait interviewé Donald Trump, je crois. Et c'est assez cool parce que tu peux apprendre des petites informations, des petites choses, des petits tips, des petits trucs qui sont cool. Donc bon, écoutez le Shaker Show en premier, mais après n'hésitez pas à aller écouter d'autres petits podcasts qui sont bien fun, toi. Et tu sais, Joe Rogan, job numéro 1, stand-upper. Job numéro 2, présentateur de l'émission Fear Factor. Ok. Job numéro 3, commentateur bénévole de l'UFC parce qu'il était passionné de sport de combat et notamment ceinture noire de taekwondo et peut-être même de JJB. Donc je sais pas si tu vois le parallèle. Et step numéro 4, podcasteur à l'arrache pour finir par diriger le podcast le plus écouté du monde, dont les droits... C'est le plus écouté du monde. C'est le plus écouté du monde, et il y a quelques années de ça, pour un temps donné, il avait vendu l'exclusivité de la diffusion de son podcast à Spotify pour la modique somme de $100 millions. Holy schmucks. Ok. Et il vit dans quelle ville qui est en lien avec... Nashville. Je veux pas te dire de conneries, mais soit il vit... Attends, je veux pas dire d'années, mais c'est possible qu'il vive à Columbus, Ohio. Tu vois, ou alors à Austin au Texas. C'est l'une ou l'autre. Bah normal, s'il est au Texas, il paie moins d'impôts, donc c'est logique. vrai qu'il est venu avec son studio et tout, et donc j'ai pas la prétention d'aspirer à devenir Joe Rogan, mais c'est pour dire que tu vois, à plus de 50 piges, tu peux avoir une vie en fait hyper polymorphe et avoir fait plein de trucs, et que c'est aussi rama. Et voilà. Et moi, en ce qui me concerne, du coup, pour mes recommandations. Bah, je vais vous en faire deux. La première, je vous recommande de suivre un petit compte sur Instagram qui s'appelle Dance Updates. C'est fait par une nana qui est adhérente dans une box, qui a l'air d'être assez proche de l'équipe de Sévan Matossian et compagnie, et qui partage des news autour du monde du CrossFit. Alors je vous cache pas que en termes d'opinion, elle est vraiment très proche de la trajectoire des affiliés, des owners, des coachs. Donc voilà, c'est pas forcément le discours le plus que vous entendez le plus ces derniers temps, mais c'est vraiment cool parce qu'elle est là depuis longtemps et qu'elle a une parole assez juste, et que voilà, elle est à fond dans son truc. Et après, je vous laisse le soin de faire le tri dans ses opinions. Et sinon, de manière plus générale, et notamment si vous êtes des auditeurs du Shaker Show qui habitent en Ile-de-France, bah, je vous recommande d'aller voir le spectacle d'une de mes potes qui m'aide aussi à écrire et à améliorer ce que je fais moi-même quand je fais mes petits open mic de 4 minutes. C'est une fille qui s'appelle Sarah Connard sur Instagram. Elle a 500 000 followers, donc peut-être que vous la suivez déjà. Et elle a un spectacle, au théâtre Le Métropole. C'est vraiment au centre de Paris. T'es déjà allé ? J'ai déjà été 2 fois pour te dire. Je serais bien allé, moi aussi. Bah, j'y retourne ce soir si tu veux venir. Ouais, ce soir, c'est un peu tendu pour moi, mais. Comment elle s'appelle ? Nobody, man. Là, laisse tomber. Les jetés par terre français, ça prend du temps. Bah, quoi qu'il en soit, là, j'y retourne ce soir pour la 3e fois. Et donc Sarah Connard, elle passe au Métropole tous les samedis à 20h30, et du coup bah, n'hésitez pas à aller voir son spectacle et à lui donner de la force. Je vous dirais bien d'aller voir mon autre pote que je coach qui s'appelle Adèle, mais lui il est déjà full sur toutes ses dates. Donc, c'est où qu'il est lui ? Là, lui il joue à la Nouvelle Scène les jeudis, vendredis, et ensuite le samedi il part en tournée en province. Donc là il était à Bordeaux par exemple, il était à Nantes je crois la semaine dernière. Bon, il bouge chaque scène, mais il joue son spectacle du coup 3 fois par semaine. Toutes les semaines, et franchement ça commence à être costaud, mais c'est normal, il mérite. Il est loco, c'est normal. Voilà les gars, sur ce, allez voir le spectacle de Sarah Connard, écoutez des podcasts, instruisez-vous. C'était le Shaker Show, on vous dit à tout bientôt. Bonsoir. Ciao.